Salut à toutes et à tous, nous sommes lundi, il est 19h30, c'est l'heure d'Aux Petits Piliers. Toute l'actualité du ballon ovale, commentée, débriefée, analysée en Nouvelle-Aquitaine avec nos deux spécialistes, Frédéric Lahari, le responsable du service des sports de Sud-Ouest. Bonsoir Fred, merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout va bien? Tout va très bien, merci. À vos côtés, un petit nouveau dans l'équipe du Petit Pilier, Clément Carpentier, journaliste à 20 minutes à Bordeaux. Bonsoir Clément, merci Bonsoir, de nous Nicolas. rejoindre pour cette émission. Merci de l'invitation. Vous allez parler notamment de ceci. Voici les thèmes de ce Petit Pilier. Le top 14 avec les perfs de l'UBB, de Bayonne et la claque reçue par La Rochelle hier soir. Nous évoquerons notamment la Pro D2 et ce Biarritz Olympique qui se relance après sa défaite à domicile le week-end dernier. Écosse-France le week-end prochain. L'heure de la revanche peut-être pour les Bleus battus cet hiver en Écosse dans le tournoi. Et nous évoquerons également Mathieu Jalibert avec cette question. Est-il mieux qu'une doublure? Messieurs, top 14, l'Aviron bayonnais, très solide vainqueur de Montpellier, Frédéric. Oui, c'est un test intéressant parce que Montpellier venait aussi chercher des points parce que Montpellier n'a pas très bien débuté la saison. Bayonne a été exact au rendez-vous malgré encore un petit peu d'indiscipline, mais c'est une victoire intéressante et la perspective de recevoir Toulon samedi en match en retard pourra valider ce bon début de saison de l'Aviron. Clément, Bayonne, vainqueur convaincant de Montpellier aussi. Oui, convaincant plutôt. En tout cas, pendant 60 minutes, 70 minutes, ça a été un peu plus compliqué en fin de match. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe bayonnaise, c'est qu'ils font des paris ou des choix sur le calendrier. Une semaine avant, ils avaient plus ou moins envoyé l'équipe B à Bordeaux en ciblant les deux matchs qui suivaient contre justement Montpellier et Toulon. Et à chaque fois, en tout cas, on leur souhaite pour la fin de la saison, à chaque fois ça fonctionne, le pari est rempli. Et donc là, ils ont gagné logiquement, on va dire, contre une équipe de Montpellier qui en plus n'a pas gagné, on va dire, depuis une éternité à l'extérieur et qui n'est pas en grande forme en ce début de saison. Et les choix de Yannick Bru, vous le disiez, marchent bien, hein, 4 victoires, 4 défaites pour l'instant pour l'Aviron. Ouais, bah ils suivent leur tableau de marche. Hein. On sait très bien que cette équipe, elle va lutter pour le maintien ou pour peut-être un petit peu au-dessus s'il y a des résultats positifs, notamment à l'extérieur. Pour l'instant, elle tient son tableau de marche, comme on dit, et c'est le principal, notamment en vue d'un maintien, on va dire, tranquille, puisque c'est ce qui est visé par l'Aviron bayonnais, et surtout éviter cette place de barragiste, puisque évidemment la dernière place aujourd'hui, malheureusement, semble destinée à Agen. Est-ce que Bayonne vous surprend encore, Frédéric, ou pas? Non, je pense qu'il y a une bonne méthode, il y a Yannick Bru, il y a de l'expérience, c'est un club qui se structure, même si il ne fait pas partie des plus gros budgets du championnat. Donc il y a de la stabilité maintenant depuis 2-3 ans, donc c'est pas surprenant. Un bon recrutement aussi, donc il y a beaucoup d'éléments qui font que ça fonctionne bien. Alors la victoire de Bayonne face à Montpellier ce week-end, victoire importante. Autre succès capital dans la suite de la saison, celui de l'UBB à Castres. Première victoire à l'extérieur, il attendait tant ces Bordelais, cette victoire à l'extérieur. Ils l'ont arraché, on voit leur joie dans les vestiaires à l'issue du match. Ils l'ont arraché à la dernière minute, c'est important Clément, cette victoire, elle était importante. Oui, ils ont refait le coup un an plus tard, puisqu'ils avaient déjà fait ce coup-là, on va dire, l'année dernière, en gagnant pratiquement à la dernière minute avec un essai de pénalité. Là, c'est le troisième ligne Amossa qui a inscrit aussi un essai, et là pour le coup vraiment sur le gong. C'est intéressant surtout dans la perspective de la saison. Ils étaient allés là-bas pour se tester notamment mentalement, psychologiquement après les défaillances qu'ils avaient connues à l'extérieur en début de saison. Là, ils ont répondu présent, alors pas contre la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, mais c'est toujours très compliqué d'aller gagner à Castres. Et pour le coup, ils ont vraiment montré de la solidité physique et mentale sur la fin, parce qu'on rappelle qu'ils prennent quand même un essai à la 75e minute de jeu, alors qu'ils menaient de plus 10 20 minutes plus tôt. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient eu du mal ou qui se seraient même contentées du bonus défensif, puisque l'UBB était dans le bonus défensif. Et non, dernière action, ils vont chercher la victoire, donc ça montre aussi un état d'esprit. La victoire du caractère, comme disait Clément à l'instant, Frédéric, de l'UBB là. Oui, c'est toujours un test et un repère important d'aller gagner à Castres sur le plan du caractère. Ceci étant dit, moi je voudrais insister aussi sur le jeu parce que effectivement il y a eu du caractère, il y a eu de la vaillance, de l'engagement, mais il y a aussi eu du jeu puisque le dernier essai est à la conclusion d'une action qui remonte quasiment tout le terrain, avec une touche, une pénale touche qui n'était pas très près d'ailleurs de la ligne, mais il y a eu aussi du jeu, donc c'est le caractère, oui, c'est indispensable au service du jeu parce que l'UBB a du jeu dans ses valises, donc elle peut en proposer et on a retrouvé un peu ce qui faisait sa force l'année dernière, mais effectivement pour ça il faut les bases. Alors il y a eu ces victoires dont on vient de parler de Bayonne, de Bèlègue, il y a eu des défaites ce week-end de Brive à domicile face au Racing, d'Agen également à domicile, on en a parlé le week-end dernier face à Toulon, et puis l'énorme claque, énorme oui quand même, reçue par La Rochelle au Stade Français ce dimanche soir, 35 points encaissés.
pour une équipe qui est très très forte en défense. Est-ce qu'on peut parler de claque énorme, Clément, ou pas ? On peut parler surtout de claques surprenantes parce que du coup on s'y attendait pas du tout. La Rochelle, on peut dire que ces dernières semaines, limite ils marchaient sur le top 14, ils étaient très en place, vous l'avez dit, défensivement avec très peu d'essais encaissés. Donc c'est vrai que là c'est très surprenant de les voir dans les 20-25 premières minutes, je crois, encaisser 2 voire 3 essais du Stade Français qui n'est pas non plus l'attaque du Stade Toulousain ou de Clermont, si on peut comparer des équipes qui ont des attaques très très fortes ou même l'UBB comme disait Frédéric. Là pour le coup on a été très surpris. Alors il manquait peut-être certains joueurs, peut-être qu'ils se sont reposés un peu sur leurs acquis de la semaine dernière après leur gros match contre Clermont. Aussi ils arrivaient après une série de pas mal de matchs, peut-être que physiquement ça commençait à tirer pour eux. Et pour le coup c'est vrai que là ça a été un peu écran noir, notamment la première demi-heure, quoi. Vous aussi vous êtes surpris ou pas ? Oui, surpris par l'ampleur du score et la manière, parce qu'effectivement La Rochelle était réputée pour sa défense depuis le début de la saison. Et là, cette fois, La Rochelle a craqué quasiment dès les premières minutes sur un jeu du Stade Français qui allait très vite au large, qui avait très bien lu, je pense, la défense. C'est une défense exigeante, qui est agressive. Donc s'il y a un peu moins de gaz, un peu moins de jus dans les jambes, tout de suite, ça peut faire des dégâts. C'est ce qu'on a vu. Le Stade Français a bien lu cette défense en mettant Macalou sur l'aile, qui est le surpuissant Macalou. Ouais, donc les essais sont venus de là. Après, à moitié surpris parce que La Rochelle avait laissé pas mal de gomme contre Clermont et il y a la perspective de recevoir le Racing dimanche prochain. Donc je pense que même si mentalement, inconsciemment, peut-être que les joueurs ont une petite baisse de régime. Puis il y avait Pascal Tonne aussi qui est un élément majeur du PAC Rochelais. Alors c'est fini, hein, merci pour le top 14. Allez, on change de division, on descend en Pro D2, la seule qui joue avec le top 14 dans ces temps de confinement. Biarritz, attardons-nous sur les Basques qui, après avoir chuté à domicile il y a 8 jours face à Vannes, de peu, 16-14, se sont bien repris ce week-end à l'extérieur en s'imposant. Après, ils avaient chuté contre l'équipe en forme de ce début de saison qui, pour le coup, est leader de Pro D2, est vraiment presque intouchable, là, les Bretons, en ce début de saison. Donc c'était une contre-performance, évidemment, surtout à domicile, mais je pense qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et la preuve, c'est qu'ils vont à l'extérieur le week-end d'après, ils gagnent dans un match plutôt maîtrisé. 23-10, me semble. Exactement, donc où ils ne se mettent pas beaucoup en difficulté. Il y a des joueurs qui font aussi la différence individuellement et qui sont à haut niveau aussi, c'est intéressant ça pour la suite de la saison. Donc ils ont juste confirmé un bon début de saison et je pense qu'ils peuvent nourrir de bonnes ambitions, surtout s'ils continuent à voyager comme ça à l'extérieur, parce que c'est toujours important et c'est là qu'on voit aussi les ambitions qu'on peut avoir sur toute une saison. Là encore, Biarritz solide ? Oui, Biarritz qui a été exact au rendez-vous. On l'attendait quand même, puisque Royac est quand même mal classé. Et Biarritz qui aussi avait un petit peu à se faire pardonner, comme l'a dit Clément, après sa défaite contre Vannes. Les individualités aussi au rendez-vous, qui avaient été un peu défaillantes contre Vannes. Donc tout ça fait que Biarritz reste dans le bon peloton de tête, avec la perspective de recevoir Soyons-Angoulême ce week-end. Soyons-Angoulême qui est mal en point. Et qui n'a pas joué ce week-end, le week-end dernier, qui n'a pas joué. Donc l'occasion de faire coup double et de s'installer dans le trio de tête, puisque Perpignan a perdu à domicile, donc il y a un coup à faire. Il n'est pas un petit peu faussé, en tout cas pas le championnat évidemment, mais le classement. En ce moment, on voit Biarritz bien classé, mais Mont-de-Marsan et Soyons-Angoulême n'ont pas joué. Je crois que Mont-de-Marsan a 3 matchs de moins déjà que Vannes, par exemple. C'est un peu difficile de lire ce classement. Oui, c'est compliqué. Alors, il faut surtout que les joueurs n'y apportent pas d'importance, justement. Mais c'est compliqué quand vous êtes joueur, vous regardez toujours le classement et où vous êtes tous les matins quand vous vous levez. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de se détacher de ça parce que c'est pareil en top 14. Il y a des équipes qui ont 3 matchs de retard. Je crois Montpellier, l'UBB, pareil, 2 matchs de retard par rapport à Toulouse. Donc, c'est très compliqué de lire. Et surtout, il ne faut pas que ça joue sur le mental du coup, des joueurs. Et, surtout quand on est dernier, comme Soyons-Angoulême. Ouais, Soyons-Angoulême, pour le coup, là, c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais c'est un peu comme Agen en top 14, c'est pareil. Si vous commencez à regarder le classement, ça va être compliqué de se lever demain matin pour aller à l'entraînement. Mont-de-Marsan donc n'a pas joué, Soyons-Angoulême non plus. Biarritz, Soyons-Angoulême, ça sera l'affiche en Nouvelle-Aquitaine de la Pro D2 ce week-end. Évoquons maintenant, messieurs, si vous voulez bien, l'équipe de France. 3e débat du soir, Écosse-France ce week-end. Alors, il n'y a pas eu France-Fidji le week-end dernier à cause du Covid. Est-ce qu'on peut parler de revanche pour les Bleus ? 8 mois, je crois, à peu près, après Murrayfield, après la défaite française dans le tournoi là-bas. Mais revanche envers eux-mêmes, d'abord, puisque c'est cette défaite qui leur coûte la victoire dans le tournoi, voire le Grand Chelem. Au moins, avec un bonus défensif, ils auraient pu gagner le tournoi, ce qui n'est pas anodin. Donc, revanche vis-à-vis d'eux-mêmes et montrer qu'ils ne vont pas retomber dans le même piège.
montrer qu'ils ont progressé tout simplement. Ils reviennent un an Pensez qu'ils ont après. progressé ? Oui, je pense que dans la maîtrise et dans la discipline notamment, ils ont progressé. Ils ont été très peu pris au niveau des fautes sur les derniers matchs, même si ça avait été compliqué un peu le premier match contre le Pays de Galles cet automne. Donc oui, ils se doivent une revanche à eux. Après, bon, on va en parler, mais il va leur manquer quelques joueurs peut-être sûrement importants. Il y a aussi une préparation qui est tronquée, puisque ce n'était pas cette équipe-là qui devait jouer, qui se retrouve à jouer ce match à cause de l'annulation de ce week-end. Donc, mais c'est intéressant. Et puis surtout, on va les voir aussi dans un contexte à l'extérieur, même si on dit que le stade est à huis clos, que voilà, ça joue beaucoup moins évidemment aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'aller les voir contre les Écossais. En plus, les Écossais, il me semble qu'il y a quelques semaines, ils ont battu les Gallois à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui est solide en ce moment, plutôt bonne. Donc oui, ça va être un bon test pour l'équipe de France, là, pour le 15 de France. Un bon test et une bonne préparation du tournoi aussi. Alors l'équipe de France ne jouera pas en Écosse en 2021, mais se déplacera 3 fois. On va voir, comme disait Clément, si cette équipe de France a progressé dans la discipline, dans l'adversité aussi. Oui, ça va être intéressant, d'autant plus que grâce ou à cause du report contre les Fidji, on va voir l'équipe A finalement qui va jouer en Écosse, alors que normalement c'était entre guillemets l'équipe B, puisqu'il y a un accord avec la Ligue et les joueurs ne peuvent pas faire plus de 3 feuilles de match. Donc là, on va avoir, à part Romain Ntamack, on va voir l'équipe A. Donc ça va être intéressant de voir si, comme disait Clément, cette équipe a progressé depuis le dernier déplacement en Écosse. Donc là, on peut parler d'un vrai test. Ça n'aurait pas forcément été le cas si ça avait été, alors pas les remplaçants, mais une autre équipe qui avait joué. Là, on aurait été moins exigeant, forcément, si ça avait été l'équipe bis, comme on peut l'appeler aujourd'hui, s'ils avaient perdu là-bas, on n'aurait pas forcément on serait pas tombé sur cette équipe directement. Alors que là, c'est l'équipe de titulaires qui va se déplacer à part le numéro 10, du coup. Donc là, forcément, on va suivre de beaucoup plus près l'attitude de cette équipe, comment elle joue, comment l'attitude qu'elle a aussi à l'extérieur. Il y a un leader de jeu qui ne sera pas là aussi, qui va le remplacer, comment ça va se passer dans l'équipe aussi, collectivement. Donc ouais, ça va être très intéressant de voir ce match, on va dire, ce week-end. On a vu les Français à domicile pour l'instant, cet automne, contre les Gallois et l'Irlande. Vous le disiez tout à l'heure, quelques soucis de discipline. Alors peut-être que c'était un premier match contre les Gallois. Frédéric, vous pensez que l'équipe de France à l'extérieur est capable d'être disciplinée pendant 1h30 ? Il faudra, parce que effectivement, c'est un peu la petite faiblesse de cette équipe qui concède, culturelle en France. Oui, qui concède beaucoup de fautes. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est quand même contre les Gallois, c'était même du jamais vu de concéder 16 ou 17 fautes et de marquer des essais comme ils l'ont fait. Je crois que dans les annales statistiques, c'était jamais arrivé. Donc on voit aussi que c'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup de ballons. C'est l'équipe du tournoi qui a fait le moins de passes, mais qui a la meilleure attaque à l'arrivée. Donc voilà, c'est une équipe qui peut aller très vite et qui est dans l'embut adverse, et surtout qui peut s'appuyer sur des exploits individuels avec des joueurs comme Antoine Dupont, Romain Ntamack même s'il ne sera pas là, Virimi Vakatawa. Il y a vraiment des joueurs qui peuvent casser une défense sur une inspiration ou sur leur talent pur. Est-ce qu'elle fait peur de nouveau, cette équipe de France ? Ou c'est un peu tôt pour dire qu'elle fait peur à ses adversaires ? Ça dépend quel adversaire, c'est toujours pareil. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne regarde plus l'équipe de France de la même manière qu'il y a 1 an, voire il y a 2 ans. Je pense que depuis la Coupe du Monde et ce quart de finale déjà qui avait marqué un peu les esprits contre le Pays de Galles, pour le coup, oui, on la regarde différemment et c'est peut-être aussi ce qui a changé. Et surtout, cette équipe, elle va devoir continuer à garder ses forces, c'est-à-dire ce que disait Frédéric, c'est qu'elle est ultra efficace, elle a très peu de ballons et elle marque toujours des points, soit des pénalités, soit des essais. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui fait les grandes équipes du sport collectif, on va dire d'ailleurs, pas forcément qu'au rugby. Et donc, du coup, il faut qu'ils gardent cette force et surtout à l'extérieur où, évidemment, la pression est encore un peu plus forte. Et on verra ce week-end pour ce match Écosse-France. On va s'y attarder pour le dernier thème de cette émission. Parce que vous le disiez, Romain Ntamack blessé à l'ouverture et donc forfait, c'est la nouvelle de ce lundi. La mauvaise nouvelle pour les Toulousains, la mauvaise nouvelle peut-être aussi pour l'équipe de France. La bonne nouvelle, a priori, pour Mathieu Jalibert. Est-il mieux, Mathieu Jalibert, le demi d'ouverture, le maître à jouer de l'UBB, qu'une doublure de Romain Ntamack, ou c'est justement là l'occasion de montrer qu'il peut le suppléer ? Oui, c'est l'occasion rêvée de montrer qu'il peut être mieux qu'une doublure, un numéro 1 bis, et qu'il peut aussi apporter beaucoup à cette équipe de France. Moi, je pense qu'il peut le faire. Ce n'est pas tout à fait le même style que Romain Ntamack. C'est un joueur qui est peut-être un peu plus soliste, Mathieu Jalibert. Il y a aussi le fait qu'il devra parfaire son entente avec Antoine Dupont, alors qu'elle est naturelle pour Romain Ntamack puisqu'il joue dans le même club. Mais je pense que Mathieu Jalibert a la malchance d'avoir Romain Ntamack devant lui. Sinon, je pense qu'il serait titulaire. Donc, mais
ça sera intéressant parce qu'effectivement, là, comme on le disait tout à l'heure, il sera avec l'équipe titulaire. Donc, on va vraiment pouvoir comparer. Sinon, on aurait pu dire oui, mais il n'avait pas le bon paquet d'avant. Il avait pas, voilà. Là, non, il aura les mêmes joueurs quasiment que Romain Ntamack autour de lui. Donc, on pourra comparer. Et puis, surtout, on pourra voir s'il peut mener l'équipe de France dans un contexte difficile. Vous y croyez, Clément ? Oui, je pense qu'il a les épaules, peut-être il a l'expérience aussi. Lui, pour le coup, il se doit aussi peut-être une revanche personnelle parce qu'on se rappelle du dernier match en Écosse. Il me semble que c'est lui qui rentre au bout de 20 minutes de jeu sur une blessure justement de Ntamack. Et ça ne se passe pas bien du tout, ce match-là, pour l'équipe de France et pour lui. Donc je pense qu'il y aura aussi un aspect de revanchard chez lui. En plus, on connaît son caractère. On l'a pu le voir d'ailleurs ce week-end encore du côté de Castres. Voilà, c'est quelqu'un qui quand même aime bien prouver des choses et se prouver des choses aussi. Donc oui, après, c'est mieux qu'une doublure, mais c'est une doublure parce que celui qui est devant lui, il ne se manque pas pour l'instant, tout simplement. Il est titulaire, il assume et il est très très bon, Romain Ntamack. Après, je pense qu'il y a beaucoup de sélectionneurs et de managers dans le monde qui aimeraient avoir un deuxième numéro 10 de cette qualité, voire même un troisième, puisqu'en équipe de France, il y a le petit Carbonel qui a été appelé et qui est aussi un très très bon joueur au poste de demi d'ouverture. Donc oui, c'est mieux qu'une doublure, mais pour l'instant, il est derrière Romain Ntamack, on peut pas le dire, le contraire. C'est une chance forcément pour la France d'avoir autant de joyaux, on va dire, en numéro 10. Oui, il y a une génération qui est vraiment excellente. Ça a toujours été le cas, les dernières années. Oui, mais c'est vrai qu'au poste de numéro 10, culturellement, la France a beaucoup changé. Et on constate que Fabien Galtier, depuis la Coupe du Monde, puisqu'il était déjà dans le staff de la Coupe du Monde, on a la même charnière. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est même la clé de la réussite pour la France en 2023, c'est-à-dire d'arriver à installer une charnière sur la durée, comme le font les Irlandais, les Anglais, l'hémisphère sud aussi. L'hémisphère sud, parce que c'est un poste vraiment spécifique où il faut acquérir de l'expérience, de la maturité. On voit que Romain Ntamack a énormément de maturité malgré son jeune âge. Antoine Dupont, c'est pareil. Mais les deux jouent ensemble et c'est vraiment très bien. Et effectivement, il y a d'autres postes. Il y a talonneur, on a deux excellents joueurs. En troisième ligne aussi, au centre aussi. On n'a pas vraiment, à part peut-être au poste de pilier droit où le réservoir est peut-être un peu plus faible, on a vraiment l'impression que l'équipe de France a doublé ses postes avec des jeunes joueurs en plus. Pour revenir sur Mathieu Jalibert, Clément, dans quel domaine il doit progresser le plus là ? Je pense que c'est sa défense, parce qu'il est déjà à un très bon niveau. Offensivement, il n'y a pas grand-chose à retirer de son jeu. Peut-être qu'il doit prendre un peu moins de risques dans certaines zones du terrain, notamment quand il est dans sa moitié de camp. Ça, c'est un peu son côté insouciant qu'il a peut-être pas assez encore mûri par rapport à Romain Ntamack. Après, je pense qu'il doit progresser au niveau défensif. Parce que évidemment, il est ciblé par les arrières. Alors, il ne s'échappe jamais, c'est pas du tout une critique, mais c'est qu'il peut mieux faire là-dessus. Et puis, je pense qu'il peut aussi mieux faire dans l'utilisation de son jeu au pied. En tout cas, c'est pas moi le spécialiste, c'est Christophe Furios qui le dit, son manager à l'UBB. Je pense qu'il peut progresser. Il est bon dans les tirs au but, mais dans l'occupation du terrain, là, on va le voir aussi dans un match à l'extérieur où c'est très très important l'occupation au pied. Et justement, ça va être un bon test pour lui aussi à ce niveau-là. Et puis après, non, je pense qu'il est parfaitement intégré dans l'effectif. Il connaît le plan de jeu. Il y a évidemment sa collaboration avec Antoine Dupont qu'il va falloir parfaire. Parce que je pense qu'en plus, le 15 de France envisageait plutôt de le mettre avec Baptiste Serin, qu'il a connu justement ici à l'UBB, et de reformer la doublette, on va dire, bordelaise. Donc là, il sera avec Antoine Dupont. Donc ça sera aussi intéressant de voir comment il se débrouille. En 15 secondes, pas plus. C'est beau ça, Frédéric ? Vous y croyez, Mathieu Jalibert ? Oui, bien sûr, il faut y croire. Simplement, il faut juste qu'il trouve le bon équilibre entre son talent naturel et ses initiatives personnelles et de se mettre au service du collectif et ne pas mettre le collectif en danger parce qu'à ce niveau international, ça ne pardonne pas. Et probablement que les Écossais surveilleront de très très près Mathieu Jalibert ce week-end. Peut-être qu'ils le testeront un petit peu, comme à chaque fois en équipe de France. Ils aiment bien les joueurs des pays d'outre-Manche tester nos joyaux offensifs, entre autres. Merci messieurs d'être venus sur le plateau ce soir pour évoquer cette actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Et on parlera évidemment largement, entre autres, d'Écosse-France, mais aussi de Top 14. Belle soirée à toutes et à tous sur le Rap.